Bienvenue à Penser le présent, la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Ce soir, nous avons l'immense honneur, ou ce jour, nous avons l'immense honneur de recevoir Sami Balochi dans le cadre de son exposition du Festival d'automne, et puis aussi pour dialoguer avec lui, Thierry Levier, qui est le responsable des expositions aux Beaux-Arts de Paris. Thierry, je te passe la parole, tu vas nous relater un peu le parcours, après les remerciements d'usage, le parcours de Sami. Très bien, oui. On va essayer de rester dans un horaire un peu compact, parce qu'à 18h, on aura le public qui va arriver. Donc moi je vais simplement dire quelques mots sur la biographie de Sami pour le situer un peu avant de parler de l'exposition. Et puis après on reviendra sur tous les éléments de cette exposition qui est très dense, donc il y a un écheveau à dérouler qui est assez long. Et on a préparé quelques images pour illustrer pour ceux qui n'auraient pas encore vu l'exposition. Donc simplement préciser que l'exposition est une production du Festival d'automne en collaboration avec les Beaux-Arts de Paris. C'est dans le cadre de la saison Afrique 2020. Donc c'est le festival d'automne, mais au printemps 2021, et saison Afrique 2020, mais en 2021, mais tout ça est très logique dans le contexte actuel. Donc Sami est né à Lubumbashi, dans le sud du Congo. Son travail, depuis une quinzaine d'années, s'organise un peu comme une recherche sur l'histoire du Congo, sur la région du Katanga, dans le sud du Congo en particulier, et sur la question coloniale, en particulier dans la manière dont elle continue à survivre aujourd'hui. Son travail a été présenté dans pas mal de grandes expositions ces dernières années, en particulier à la Biennale de Venise en 2015, où en fait, c'était un autre artiste belge, Vincent Messen, qui avait organisé le pavillon, qui avait fait cette invitation à Sami. Et puis la même année à la Biennale de Lyon, puis ensuite en 2017 à la Documenta de Cassel. On y reviendra parce que c'est le point de départ de cette exposition. Et simplement pour donner quelques expositions dans des musées internationaux, il y en a eu énormément, donc c'est une petite sélection. Mais en 2020, Sami a montré son travail à Lund, en Suède, à Aarhus, au Danemark. Puis en 2018, par exemple, à Frame of Frame d'Amsterdam ou au musée de Strombeck en Belgique, Powerplant à Toronto ou le Wills à Bruxelles en 2016-2017. Et à Paris, donc sa première exposition de musée, sa première monographie de musée. Mais il avait déjà fait quelques expositions, notamment au Palais de Tokyo où il participait à l'exposition Diorama. Et puis plus récemment chez Iman Fares. On peut aussi citer l'intervention sur les marches du Grand Palais dans le cadre de la FIAC où il était artiste invité pour le programme Hors les murs. Dernière chose, il mène un travail de doctorat depuis 2019 qui est rattaché à l'école Saint-Lucas à Anvers et il est le fondateur d'une biennale qui se tient à Lubumbashi depuis 2008. Voilà. Alors pour revenir sur le projet plus directement, donc ça fait finalement assez longtemps qu'on y travaille et le projet a beaucoup évolué suite aux différents reports. En réalité, c'était même un projet qui aurait dû porter sur la rumba congolaise, donc ça a vraiment évolué pas mal. Mais la rumba n'a pas été abandonnée puisqu'elle a été présentée ce week-end, un film formidable au cinéma Le Silencio à Saint-Germain-des-Prés, donc qui retraçait, qui suivait un orchestre de rumba dans Kinshasa. Je ne sais pas quand on pourra revoir le film. Mais... Il tournera en festival. En festival, d'accord. Et donc on est finalement arrivé à un projet très différent. Entre-temps, Sami a résidé à la Villa Médicis à Rome, donc où il était parti pour poursuivre ses recherches dont on va parler, qui avaient été initiées à la Documenta de Cassel sur les tissus Congo. Il était venu passer un entretien aux Beaux-Arts de Paris pour la Villa Médicis, et donc finalement les choses, la boucle est bouclée. Et pendant qu'il était à la Villa, il a découvert un autre groupe de tissus par l'intermédiaire de Cécile Fromont, qui était à Marennes, je crois, quand tu étais résident à la Villa Médicis, qui est historienne de l'art et qui a attiré son attention sur certains aspects de ces tentures qui figurent ici dans l'exposition. Et c'est comme ça que s'est tramé, si j'ose dire, le croisement entre ces deux groupes de textiles qui donne un peu son sens à la proposition qui a été formulée ici au Palais des Beaux-Arts. Donc Sami, peut-être qu'on peut commencer. On va commencer par cette carte du Congo. Tu veux peut-être dire un mot là-dessus, puis après on montrera les images de la Documenta. Je pense que c'est vraiment une situation géographique en fait de la ville d'où je viens. Donc le petit point rouge, c'est le Katanga, c'est la ville de Lubumbashi. Et vous verrez en fait dans l'exposition qu'il y a une carte de 1829
sur ce même territoire. Il y a un texte qui est bien mentionné, disons que ce continent en 1829, enfin cette partie en tout cas, était entièrement inconnue en 1829. Et maintenant, c'est le Congo. Donc, c'est un jeu de temporalité, mais aussi d'invention en fait, de ces territoires par l'occupation coloniale à partir de 1885. Quoi. Alors, la documenta, donc ça c'est le début, c'est la première fois que tu montrais ces pièces, à la fois les originaux et puis leur déclinaison en bronze. En effet, il m'a été reproché ce matin que j'étais assez historique et tout, donc je vais plutôt rentrer plus dans la matière de création en soi. Enfin, comme tu l'as présenté dès le départ, parce que je suis photographe à la base, donc je travaille beaucoup sur des thématiques liées au paysage urbain, au paysage architectural ou à la question de l'extraction au Katanga. Mais simplement, très rapidement, j'ai commencé à questionner les limites de la photographie, surtout quand il s'agissait de travailler avec l'archive coloniale, parce que à la fois elle est très orientée, et notamment elle parle beaucoup plus du colonisateur que du sujet colonisé. Et l'arrivée de la photographie, évidemment, en Afrique arrive avec cette occupation. J'ai fait, notamment en 2012, enfin en 2008, j'ai refait une expédition militaire de Charles Lemaire qui avait en fait installé les frontières entre la partie sud, donc le Katanga, avec la partie anglaise, qui était à l'époque la Rhodésie. Et donc cette expédition était assez importante dans le sens qu'elle traçait les limites en intégrant des bornes géodésiques qui allaient servir en fait à la création des cartes telles qu'on les a aujourd'hui. Et ce qui était assez intéressant et pertinent dans ces photographies, ou alors l'expédition elle-même était assez intéressante parce qu'il y avait aussi un artiste peintre qui faisait partie de l'expédition et qui disait, où l'intérêt de son annexion dans l'expédition partait du principe que la photographie en noir et blanc ne reflétait pas les couleurs de ce paysage qui était traversé par l'expédition. Et donc lui, avec ses palettes de couleurs, il allait représenter ce paysage. Évidemment, dans ses notes, on voit très bien qu'il fait il fait chaque fois référence à son pays natal, il compare la lumière belge à ce qu'il est en train de traverser. Et ces deux éléments prouvaient quand même, en quelque sorte, la non-objectivité en fait, de la photographie qui va être remise en question par l'anthropométrie, par exemple, parce qu'on n'arrive pas à représenter la race pure avec une photographie, et ainsi de suite. Et donc, la photographie avait ses limites. Et de mon côté, je commençais à me poser des questions sur comment effectivement quitter cet espace de propagande pour trouver une autre manière d'aborder l'image ou de construire un discours partant des réalités locales. Et je viens aussi des études des sciences de communication et d'information où évidemment il est important de questionner l'image, de fabriquer l'image, c'est toutes des questions de la fabrique d'images. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il était important de recourir effectivement au savoir en fait qui se trouvait autour de moi, sachant que il y a des photographies telles que celle de Zagorski qui se faisait au Congo et qui allait dans le sens à photographier avant que cette Afrique ne disparaisse, parce que la modernité allait effacer toute cette tradition. Mais il en va de soi que cette tradition n'a jamais disparu, même alors qu'on peut avoir été colonisé ou être devenu des chrétiens, en quelque sorte. Et donc, c'est cette trajectoire-là qui a commencé, en fait, à m'amener vers plutôt un travail de fouille, en me basant, en fait, sur des enquêtes et sur des discours ou sur des savoirs autochtones. Et là, pour le coup, il était intéressant de travailler notamment sur l'histoire de l'Empire Congo, qui remonte au XVe siècle, au XVIe siècle, qui est le moment qu'on va appeler peut-être la première modernité, qui est ce moment où en fait les Portugais rencontrent en fait l'Empire Congo. Mais déjà, ne serait-ce que ça remet aussi en question, autant que je parlais de la question de la localisation, mais ne serait-ce que recourir au XVIe siècle remet en question la propagande coloniale qui se veut amener la civilisation, en fait, qui est la propagande effectivement que Léopold et les colonies belges vont faire valoir
par leur présence au Congo. Et donc parler du 16e et parler du royaume Congo, ou parler des œuvres qui sont produites par cette culture, prouve qu'il y a un savoir, qu'il y a une expression, qu'il y a une fabrique de l'image qui constitue une identité politique, une structure sociale pensée et interagissante avec le Portugal et ainsi de suite. Donc, ce qui était intéressant pour moi, c'était de travailler sur ces traces, en fait, des cadeaux diplomatiques qui étaient envoyés du Congo vers le Vatican ou alors vers le Portugal, ou de partir notamment sur la lettre du roi Congo datant de 1515, où il écrit sur 20 pages quand même, et s'adressant en fait au roi du Portugal à propos des méfaits qui sont commis par les missionnaires catholiques ou alors les Portugais, les marchands portugais sur place. Donc c'est ce travail qui va m'amener forcément à partir du Congo. Effectivement, il y a une image assez intéressante ici, derrière nous, qui est l'image des réserves du musée national de Kinshasa. Et le musée a été construit et mis en place par Mobutu, le président Mobutu. Ça, c'est vers les années 70. Et il va faire ensemble avec l'anthropologue Jules Cornet une expédition afin de constituer un fonds d'objets Congo ou d'objets culturels zaïrois alors à l'époque, pour pouvoir faire valoir les cultures locales et monter tout un musée et des collections qui vont aussi circuler un peu partout dans le monde. Et ça, c'est ce qui en reste quand même. C'est une des réserves, mais ce qui est intéressant dans cette réserve-ci, c'est des fouilles qui ont été faites dans la région de ce qu'était autrefois l'Empire Congo. Mais l'Empire Congo, il faut savoir qu'il a été par la suite, après le 18e, 19e, il a été divisé en trois pays colonisés par trois pays occidentaux, donc la France pour la partie de Congo-Brazza, les Belges pour la partie Congo-Kinshasa, et l'Angola, c'était occupé par des Portugais. Et donc les fouilles se sont faites dans la région de Luango, où en fait ils ont récupéré des poteries mortuaires, ce que vous voyez en fait à votre gauche certainement, c'est des poteries mortuaires Congo, où on voit très bien des formes géométriques ou alors des figurines posées sur le dessus qui sont censées raconter à la fois la filiation ou le métier, ainsi que le métier en fait du défunt. Par contre, à droite, c'est toute la porcelaine en fait qui a servi de monnaie d'échange contre des esclaves ou des produits commerciaux et tout ce qui s'était produit pendant les siècles passés. Et en gros, cette image, en quelque sorte, parle de la rencontre, même si il s'agit des réserves du musée national où il est juste question. Et donc, je partais de cette image-ci qui est assez importante pour moi, un point de départ de ma démarche. Et l'idée, c'était d'aller maintenant vers des institutions européennes pour pouvoir trouver en fait les objets, en partant de l'exposition qui avait eu lieu au Metropolitan Museum en 2015. L'expo s'appelait Congo Power and Majesty, et là étaient présentées en fait toutes les œuvres, toutes les productions au Congo qui se trouvaient dans les musées. Et l'idée, c'était de partir de ces collections pour commencer à démontrer le lien entre ces lieux ou ces collections avec tous ces commerces qui avaient eu lieu, tous ces échanges, et reproduire en fait des plaques, si tu peux passer, reproduire des plaques, des espèces de négatifs sur des plaques de bronze, et le bronze contient en fait 95% de cuivre. Alors l'histoire avec le cuivre, c'est qu'à la fois le Congo, Kinshasa, c'est un espace d'extraction depuis Léopold jusqu'à aujourd'hui quand même, et que dans l'Empire Congo, il y avait aussi toute cette production aussi du cuivre qu'on retrouve assez souvent dans les crucifix qui étaient fabriqués toute cette période-là. Et en ce sens, ce métal devient un élément de pont entre le passé et le présent, parce que c'est un minerai qui traverse en fait tout ce rapport de pouvoir qui se sera déroulé, ce rapport de rencontre, et l'idée d'inscrire en fait des négatifs partant des images positives qui sont des tissus actuellement se trouvant dans des collections en Europe. L'idée, c'est de ramener plutôt, en partant évidemment sur le principe d'une démarche photographique, on a un négatif et on passe vers le positif.
simplement j'inscris ce négatif dans la plaque de cuivre qui renferme finalement toute une mémoire de rencontre, une mémoire du commerce triangulaire et de tout du déclin même de l'Empire en quelque sorte. Et finalement, l'objet devient un récipient de toute une mémoire, sachant que la production du positif va être fonction du discours ou de savoir ou de mise en commun, en fait, du sens qu'on va donner, ce qui est une forme de projection sur le futur. Donc ça, c'était essentiellement le travail fait à la documentation. Donc là, on voit ces plaques de cuivre qui sont exposées ici à l'étage. Donc ça, c'est en quelque sorte le résultat de la démarche, le résultat plastique de la démarche artistique. Mais là, ce qui est particulier, c'est que tu donnes aussi à voir tes sources. En fait, dans l'exposition, il y a aussi cette chronologie et toute la recherche que tu as faite et qui t'a amené à ce résultat. Il y a un philosophe congolais qui m'intéresse beaucoup, c'est Valentin Mudimbe, qui est venu justement aussi du Katanga, de Lubumbashi, et qui parle à un certain moment de la question de la bibliothèque coloniale. Mais non seulement de ça, mais il parle aussi de la question de le fait d'ouvrir des documents qui peuvent avoir des significations différentes et de les placer ensemble, de voir une troisième lecture qui pourrait sortir en fait. Et pour moi, c'est un peu cette démarche-là que je présente en fait ici dans l'exposition. Il y a tout un travail de scénographie qui a été pensé en lien avec le bâtiment, et ça a été fait pendant tout un temps avec Jean-Christophe Langtin. Il y a un texte de Anne Lafont, qui est une historienne d'art, qui a fait tout un travail, qui est disponible à l'entrée. Il y a l'échange avec Cécile Fromont, l'historienne d'art, qui m'a aidé justement à comprendre les tentures des Indes. Il y a, voilà, c'est vraiment un ensemble de documents à la fois plastiques, mais aussi intellectuels, mais aussi, il y a aussi toute une généalogie des collections à Rome qui est faite avec Lucrezia Cipitelli. Et donc, c'est un ensemble en fait de patchwork qui forment en fait des fragments d'histoire qui commencent à dialoguer entre, d'où le titre en fait. Mais du coup, Samy, vous vous considérez comme un artiste-chercheur au sens où le définit Sandra Delacour, c'est-à-dire vous considérez que vous opérez un dédoublement entre parce que l'artiste-chercheur avec un trait d'union, vous considérez que vous vous dédoublez, que vous êtes deux unités. Comment ça fonctionne cette position d'artiste et de chercheur? Je pense qu'à la base, je suis juste plasticien, je suis juste artiste. Mais c'est juste que je viens d'un territoire qui est traversé par toute une histoire à la fois de violence, de silence, d'amnésie en fait. Parce que très peu après l'indépendance du Congo, qui ne va même pas durer 4 jours, on va tout de suite aller dans une période de guerre civile et tout, et le Lumumba va être assassiné en fait. Et après, ça va être tout de suite toute une longue période de dictature qui va durer 32 ans. Et toute cette dictature se passe sous le joug de la guerre froide, sachant que le Congo est la réserve de l'uranium qui a servi à la bombe atomique, par exemple. Et donc, on ne va pas forcément comprendre ces enjeux-là. Le pouvoir de Mobutu va s'affaiblir au moment où, quand le mur de Berlin va s'écrouler. Et donc tout ça est tellement lié, mais tout ça n'est pas appris, et tout ça n'est pas enseigné. Personne ne passe son temps à enseigner les générations ces questions-là. Et donc, vivant là-bas ou ayant grandi là-bas, c'est de se rendre compte comment tout ça est connecté vraiment au monde, mais en même temps que ça reste très méconnu. Et alors, il faut recourir à d'autres formes que juste que les œuvres plastiques elles-mêmes. Il y a besoin aussi de les contextualiser en quelque sorte. C'est pourquoi vous faites une thèse, c'est pourquoi vous collaborez à la revue Latitude, par exemple, cette excellente revue qui est disponible sur le net, et qui est une revue en ligne, donc sur laquelle vous publiez aussi des travaux, des réflexions. Tout ça s'articule. Mais déjà, ma rencontre, par exemple, avec l'archive coloniale passe par un travail de sauvegarde du patrimoine architectural et industriel du Katanga. Et à ce moment-là, je commence à travailler avec des historiens, avec des architectes, qui vont porter plutôt un regard lié à la pensée coloniale par rapport à l'espace urbain qui lui-même est ségrégué, en quelque sorte.
Et du coup, il y a quand même une contradiction quelque part, parce que d'une part, il y a la pensée coloniale qui va penser l'espace urbain, mais qui va exclure le corps noir, sauf que l'espace qui est actuellement documenté est occupé par le corps noir et repensé d'une certaine manière ou réassemblé d'une certaine manière. Et donc, dans mes premières photographies, il apparaissait en fait juste une contradiction entre ce que je faisais et ce qui était la démarche en fait des scientifiques. Mais en même temps, je trouvais quand même intéressant parce que mon regard était orienté évidemment par ces infos, par ces informations scientifiques qui me permettaient de prendre tel angle ou tel autre. Et à partir de ce moment-là, je pouvais dévier les angles maintenant en intégrant tout un discours qui était le mien. Et du coup, se crée en fait cette collaboration entre ma pratique et toutes ces sciences en fait. Alors, pour reprendre le fil de notre histoire, donc là, on a une image du Kircherianum. Peut-être tu peux expliquer. Ben alors, c'est pendant ma résidence à la Villa Médicis où j'ai passé le jury parce que j'étais intéressé à aller à Rome et parce que je savais qu'il y avait le musée Pigorini, qui est le musée ethnographique et qui a le plus en fait d'objets Congo, simplement parce que ce musée a hérité de toute la collection de la congrégation jésuite qui était au Congo depuis le XVIe siècle. Et donc, quand je suis arrivé à Rome, j'ai pu visiter ce qui était autrefois le Kircherianum Museum. Et finalement, j'ai pu comprendre en fait que toute la collection est passée vers le musée ethnographique à partir du XIXe siècle. Et Pigorini, entre autres, c'est un personnage aussi important parce qu'il va avoir aussi des relents plutôt raciaux, je dirais, dans son approche par rapport aux races, en fait. Et le musée Pigorini est nommé d'après cette personne-là, et c'est là que se trouve toute cette collecte. Mais ce qui m'intéressait, c'était de savoir que la congrégation jésuite avait toute cette collection et que ça faisait partie du Kircherianum, qui était une sorte aussi de cabinet de curiosité, et qu'on était dans cette ère où l'idée c'était de collecter les merveilles du monde, de comprendre le fonctionnement ou de s'élever en fait dans le savoir en fait. Et que forcément tous ces objets qui étaient là avaient un statut assez intéressant, un statut notamment effectivement les ivoires sculptés qui partaient aussi du Congo et qui étaient offerts. Ces ivoires-là viennent du Congo et se trouvent actuellement à Florence dans la galerie des Uffizi. Et c'est assez intéressant leur statut parce que ce sont actuellement ça garde les statuts d'antan. C'est les seuls ivoires qui sont considérés comme étant les trésors du roi, enfin du grand-duc en fait de Médicis, et c'était des ivoires qui venaient du roi Congo qui étaient envoyés. Et ça se trouve dans une aile où on trouve aussi des ivoires ou d'autres pièces venant de l'Europe, de l'Allemagne. Donc là, il y a le statut d'antan qui est encore propre à ces objets, pendant que ceux de la congrégation jésuite qui se retrouvent au Pigorini deviennent des objets ethnographiques. C'est ce changement en fait de statut qui m'intéresse en fait au travers le temps. Et il y en a qui se retrouvent dans des musées d'histoire naturelle, il y en a qui se retrouvent qui n'ont vraiment pas de statut correct, mais ça je pense que c'est en fait Cécile qui pourra mieux en parler que moi. Mais en soi, c'était mon approche artistique commençait sur cette dilettation-là, en fait, sur ce fait que c'était diletant, en fait, le statut, et que ça a chaque fois changé jusqu'en 1922, où on a finalement présenté pour la première fois ces pièces et encore d'autres comme étant des arts nègres à la Biennale de Venise. Et après vient toute l'histoire aussi du primitivisme et ainsi de suite. Donc on est toujours dans ce changement des statuts qui sont en fait des relents d'une considération raciale qui date effectivement de toute cette histoire. Vous retrouverez tous les éléments là, que vient de décrire Samy sur la simèse dans l'exposition. Toute cette histoire est contée avec les détails. Parce qu'initialement, ils étaient présents dans les mêmes cabinets de curiosité, et même ce que tu me disais, c'est que même l'intention qui avait présidé à l'apparition de ces objets n'était pas si différente en Europe
Et au Congo, entre les œuvres de commande de la Renaissance qui étaient contemporaines de certains de ces objets, et ces objets qui étaient de la même manière commandés à des artisans, et aussi avec les mêmes finalités, c'est-à-dire des échanges diplomatiques parfois. Enfin, il n'y a pas une différence de statut si fondamentale au départ, voire il y en a probablement aucune. Et finalement, au fil de ces réassignations, ces changements de statut, elles se retrouvent dans des destinations complètement différentes, quoi. C'est quand même intéressant de se rendre compte que ces objets sont à Rome ou à Florence au moment où se crée la première école, enfin l'Académie des arts qui va différencier ce qui est de l'ordre des métiers des arts et ce qui est de l'ordre de l'artisanat. Mais tous ces artistes avant étaient des artisans, autant que ceux qui fabriquaient ces ivoires ou ces tissus étaient des artisans. Sauf que, voilà, à un certain moment, l'histoire de l'art va se construire d'après la perspective plutôt occidentale et ne s'arrêtant que, effectivement, à toute cette histoire occidentale. Et donc, ce que je propose, en quelque sorte, c'est aussi une révisitation, en fait, sachant que tout vit dans le même espace, en fait, géographique, pendant qu'il y a le Capitolini qui va être construit, dont le Louvre va s'inspirer. Mais au Capitolini, on va aussi montrer des merveilles qui proviennent des cabinets de curiosité au moment même de l'ouverture. Donc, c'est toutes des questions, en fait, qui sont véridiques, qui sont vraies, qui sont... Alors là, on a une image qui fait en quelque sorte une transition vers l'autre groupe de textiles qui est présenté dans l'exposition. Et on voit ce personnage qui est une peinture de Écoute, je crois. Et peut-être tu peux nous dire comment, en fait, parce que finalement dans ton enquête c'est quelque chose qui arrivait de manière un peu fortuite. En fait, tu étais en résidence à la Villa Médicis pour mener des investigations sur ces tissus Congo et leur histoire patrimoniale. Et puis finalement tu es tombé sur un autre groupe de textiles, et un groupe sur lequel ta marraine, Cécile Fromont à la Villa Médicis, avait elle-même fait des recherches. Et c'est là que les choses se sont croisées. Oui, mais... Déjà, quand j'ai pris connaissance de l'expo au Metropolitan, donc Congo Power and Majesty, je commençais à faire des recherches, notamment sur les publications. Et de fil en aiguille, il y a notamment l'artiste Vincent Mécène qui va me parler de Cécile et de son ouvrage. Donc je savais déjà qu'en partant à la Villa que j'avais ce livre-là, et l'idée c'était de rentrer en contact avec elle. Et heureusement qu'il y avait effectivement ce programme de parrainage qui était mis en place par la Villa. Simplement, il va y avoir un confinement pendant toute la période à partir de mars 2020. Et du coup, les collections n'étaient plus accessibles. Ce qui va quand même influer aussi toute ma pratique à partir de ce moment-là. Je pense que les travaux au-dessus les montrent assez bien. Mais entre-temps, j'ai commencé à avoir des échanges avec notamment Cécile Fromont sur les possibles collections existantes en Italie, puisque j'étais là et qu'elle y avait été, je crois, en 2010 ou un peu avant. Et c'est là qu'elle a porté mon attention, en fait, vers les tentures des Indes qui se trouvaient là, en me disant que dans certaines de ces tentures des Indes, on peut reconnaître des personnages dont l'accoutrement renvoie aux ambassadeurs Congo qui étaient au Brésil et qui avaient été représentés dans les dessins du peintre Écoute, qui est ce peintre hollandais qui avait été dans les colonies, comment tu as dit ça? Les colonies de quoi? Alors oui, on appelle ça les tentures des Indes, c'est un peu compliqué, c'est les Indes de l'Ouest, donc c'est la colonisation néerlandaise au Brésil. Et donc, il s'avère que les dessins ou les peintures de Écoute ont été offerts à Louis XIV. Et c'est juste au moment où Colbert décide de créer les manufactures de Gobelins et d'inviter des artistes français à pouvoir réaliser des toiles partant des dessins d'Écoute et tous ces dessins d'observation qui avaient été faits sur ce territoire-là. Et donc vont apparaître les premières tentures qui vont être aussi des espèces de cabinets de curiosité quand même, parce que c'est un assemblage de paysages, d'animaux, enfin avec une approche assez exotique. Et donc, Cécile me parle de ça, je trouve assez intéressant, dans la mesure où, évidemment, les cadeaux diplomatiques du Congo qui allaient vers l'Europe étaient soit des tissus, mais aussi des ivoires sculptés. Il y avait l'élément tissage qui est assez intéressant. Et d'autre part, ces tentures devenaient, enfin les tentures de Gobelins devenaient aussi des objets diplomatiques, des cadeaux diplomatiques que la France offrait. Et donc, ces deux liens devenaient en soi pertinents.
Et de fils, je commençais à développer un lien autour du tissage, parce que le tissage, finalement, c'est un des savoirs très anciens, mais en même temps qui est très moderne dans sa technicité, enfin, dans son dispositif binaire qu'on retrouve même dans l'ordinateur ou même dans la composition de l'image, ou les pixels, ainsi de suite. On est toujours dans ce même dispositif-là. Et donc le tissage devenait un motif conceptuel et pertinent pour pouvoir y inscrire tout un discours ou extraire des discours que je pouvais ensuite placer sur des dispositifs scénographiques, encore une fois, pour revisiter les théâtres des expositions, en quelque sorte. Et donc, d'une part, j'ai commencé à faire des dessins. Enfin, si tu veux passer à l'image suivante. Et donc, l'idée, c'était de commencer, enfin, notamment le métier à tisser ou les tissus que vous verrez, qui se trouve dans l'exposition, il a été inventorié en 1892 et il se trouve actuellement dans les collections du Smithsonian. Et il vient du Congo, d'Evili, en fait. Et ce qui est assez pertinent et intéressant, enfin, tu peux revenir sur l'image non, de tissu même. Oui. Est-ce qu'on peut voir un peu la facture, mais aussi tous ces éléments d'optique qui en sortent et qui est assez complexe comme matière. Et donc, je trouvais intéressant de commencer à extraire en fait des motifs à l'intérieur et de revisiter en fait les formes d'exposition au travers le temps, en partant du cabinet de curiosité jusqu'aux expositions universelles de 1897 notamment, qui se sont déroulées à Tervuren, dans lesquelles il y avait notamment des os humains, où on avait recomposé des villages congolais, et des gens sont morts, effectivement. Voilà. Peut-être, avant qu'on passe à Tervuren, peut-être juste sur les tapisseries, parce qu'on est passé un peu rapidement. Une chose qui s'est produite qui était intéressante dans la préparation de l'exposition, c'est que donc, ces tapisseries qui sont prêtées par le Mobilier National pendant que les peintures de Desportes sont des peintures préparatoires aux tapisseries, nous viennent de la manufacture de Sèvres. En fait, il y a différentes interprétations des motifs qui sont présents dans ces tentures. En l'occurrence, celle-ci, qui est sur la couverture du livre de Cécile Fromont, dans l'inventaire du Mobilier National, il n'est pas question du Congo ou d'ambassadeur du Congo, c'est d'autres interprétations. Je crois que le titre, c'est La négresse portée. Mais donc, la thèse de Cécile Fromont, ce qu'elle indique, c'est que justement, ce qu'on voit sur cette image, c'est une visite diplomatique. Et c'est peut-être le point de convergence entre les deux groupes d'œuvres dans l'exposition. Ce sont ces ambassadeurs du Congo présents à ce moment-là au Brésil et peints par Eckhout, puis repris par Desportes. Et donc, Samy, vous avez remarqué que quand on voyait les peintures de Eckhout, on voit bien avec l'accoutrement des personnages qui sont donc des diplomates congolais, qu'il n'y a a priori pas trop de doute sur l'interprétation. On voit que le personnage central est habillé de la même manière. Et une des surprises qu'on a eues en préparant l'exposition, bon là l'image est peut-être un peu petite pour qu'on s'en aperçoive, mais on a donc deux porteurs qui tiennent ce mât, et ce mât est recouvert d'un motif qui semble être un motif Congo. Enfin, ça semble assez clair. Je ne sais pas si on peut pas. Donc voilà, soyez attentifs à ça quand vous visitez l'exposition. Il y a deux des tapisseries qui représentent cette scène, et on retrouve donc le motif Congo qui parcourt par ailleurs toute l'exposition, ces motifs géométriques, sur ce mât au milieu des deux porteurs. Voilà, donc ça c'est le temps de confinement qui a été occupé par ces dessins. Oui, je n'aurais pas forcément procédé de la sorte si j'avais eu accès aux objets, mais je pense que le confinement ou le fait à la fois d'être à la villa et d'avoir cet atelier, d'avoir cette opportunité, d'avoir toutes ces informations, mais vraiment en relisant encore une fois Tim Ingold ou l'histoire avec tout son ouvrage sur l'histoire de la ligne. Enfin voilà, je pense que c'était des éléments assez intéressants pour pouvoir effectivement tracer des lignes, pour raconter, ou voilà, tracer des trajectoires en fait. Alors après, il y a un dernier aspect de l'exposition dont tu viens de commencer à parler, donc est l'histoire de cette exposition à Tervuren, l'exposition universelle en 1897. Et donc ça, c'est le travail que tu as mené avec Jean-Christophe Langtin de réinterprétation en fait, de ce décor. Peut-être tu peux dire un mot du décor et de la manière dont tu l'as réutilisé. Et l'exposition de 1897, il y en a eu plusieurs. Et je veux dire que ce projet, cet aspect du projet va se développer parce que je travaille aussi avec des architectes et
des graphistes et des photographes. Enfin, c'est vraiment la question de revisiter toutes ces expositions. Il y en a eu plusieurs, en tout cas en Belgique, sur la période après Crystal Palace. Donc il y a eu des expositions qui ont démarré en Belgique, dans différentes villes, mais simplement en Belgique, il n'y a jamais eu une exposition qui présente entièrement toutes ces expositions qui ont eu lieu. Mais ce qui va se passer, c'est que Léopold II, qui va être, puisque le Congo à ce moment-là, ça va être une propriété privée du roi, ça n'appartient pas forcément à l'État belge, mais au roi belge. Et donc il va commanditer, il va ramener de l'ivoire ou des matériaux venant vraiment du Congo et commissionner des artistes contemporains et modernes de l'époque qui sont portés sur l'art nouveau, à pouvoir créer des œuvres en utilisant tous ces matériaux ou en s'inspirant effectivement de ces territoires-là. Et c'est assez intéressant, dans cet espace notamment, c'est l'architecte Aubé, qui est un architecte assez connu en Belgique, qui va utiliser le bois bilinga venant du Congo pour construire ce chapiteau, et ce chapiteau qui est censé représenter la forêt. Et si vous voyez dans les mobilières de cour, à l'intérieur sont encore une fois incrustés des tissus Kuba. Sauf que leur statut, ces tissus-là qui sont africains ou qui sont congolais, n'ont pas un statut, soit c'est de la décoration, ou soit c'est pas forcément des objets ethnographiques. Et je trouvais assez intéressant de commencer en fait à revisiter tout ce dispositif-là. Au travers tout ce travail de dessin que j'ai commencé à la Villa Médicis. Et l'idée, c'était avec Jean-Christophe, justement, de monter un dispositif de maquette, parce que nous avons beaucoup travaillé avec Jean-Christophe sur toute la notion de maquette qui nous permet en fait d'être dans l'entre-deux. Cet entre-deux qui devient un espace dans lequel nous pouvons projeter, je peux projeter en fait ma pratique ou mon discours artistique, parce qu'on est entre le réel entre le projet et la réalité, donc on est dans cet espace entre-deux. Et là, l'idée c'était de commencer à couper, comme effectivement l'image le montre bien. C'était le travail fait par Jean-Christophe de pouvoir recouper en fait dans ces scénographies des formes, des panneaux que moi je pourrais par la suite intervenir dessus pour pouvoir créer tout un dispositif qui revisite de manière critique toute cette exposition et toute cette production en fait. Voilà, tu veux dire un mot sur les motifs colorés qui sont à l'intérieur des panneaux ou ça reste Mais comme je le disais, ce qui m'intéresse, et quand je suis arrivé, c'est la même histoire, même si ça semble se dérouler sur des territoires différents. Le passage d'objets de curiosité vers des objets ethnographiques qui se passe avec Pigorini est la même chose que ce qui se passe avec les expositions universelles. C'est qu'à la fois, il y a une aile commerciale, donc là où il y a le cacao ou les tissus, ça c'est l'aile commerciale de l'exposition de Tervuren. Mais il y a aussi l'aile ethnographie où on va présenter effectivement des objets qui ont été pillés, collectés, comme on veut, mais qui sont en fait qui sont entourés ou qui sont framed, c'est comment ? Encadrés. Oui, qui sont genre, mais oui, survolés en fait par l'art nouveau, tu vois. Et il y a des œuvres, même par rapport à cet art nouveau justement belge, où il y a des œuvres qui s'intitulent et qui les disent très bien, la civilisation versus barbarie. Donc ça dit tout de suite en fait ce qui est entendu par là. Et à l'intérieur de cet art nouveau sont présentés des objets ethnographiques. Donc on est dans cette même histoire. Et du coup, pour moi, c'était intéressant de commencer à construire un discours autour de ces expositions universelles, sachant que ça part de Crystal Palace et ça continue. Il y en a aussi ici en France, et notamment en 1900, il y a finalement notamment Du Bois qui va revenir, qui va présenter en fait la condition de noir aux États-Unis
au travers des graphiques en fait, statistiques qui présentent en fait la condition à la fois de noir, de mixité, de non-mixité, de salaire, de non-salaire, de territoire. Et tout ça passe par des couleurs. Et c'est toute l'histoire du color line. Mais le color line, on le retrouve aussi autant dans ces espaces tels que le Congo, où il y a eu une vraie ségrégation, où le cordon sanitaire qui séparait les noirs des blancs et toute cette histoire, on est aussi dans cette color line. Et donc je trouvais intéressant d'utiliser en fait les couleurs et les formes graphiques justement proposées par Dubois, parce qu'il y a aussi un discours derrière par rapport à Dubois, sachant qu'en 21, il va notamment venir à Bruxelles faire tout ce congrès panafricain. Et encore une fois, c'est là que les choses se lient entre l'autre côté de l'Atlantique et avec l'Afrique. En fait, ce type d'aller-retour finalement qui se vit entre ces deux contrées, enfin ces deux parties. Là, dans l'ouvrage de Maureen Murphy, que j'ai beaucoup utilisé pour essayer de comprendre votre démarche, Ami, elle dit que le musée est le miroir colossal du colonialisme. Et c'est dans ce sens-là que vous utilisez, vous, le musée, parce que vous auriez pu vous intéresser à des objets issus d'autres pratiques. Est-ce que le musée est donc ce miroir colossal, c'est-à-dire c'est une expression qu'elle emprunte à Bataille, qui permettrait de voir l'homme sous toutes ses faces? Est-ce que c'est dans ce sens-là que vous travaillez avec le musée? Ben, de toute façon, ma rencontre avec le musée se passe par le musée de Tervuren, qui est celui de Bruxelles, en fait, le musée de Tervuren, qui a la plus grosse la collection la plus importante des œuvres venant de l'Afrique centrale. Et quand j'ai accès aux archives ou aux objets, il y a un contexte, il y a chaque fois un contexte scientifique ou un dispositif ou un discours, en tout cas scientifique, qui m'amène à voir l'image. Mais c'est très simple. Hein. Par moment, quand on commence à lire les légendes des archives coloniales, on voit une très grande différence entre le texte, ce que dit le texte, avec ce que dit l'image elle-même ou la prise de vue, en fait. Et donc, il y a une contradiction entre... Et ça fait ressortir tout l'aspect politique, en fait, du musée, de musée en tant qu'institution. Et encore une fois, je pense que je disais que finalement, l'archive témoigne plus du processus colonial, de la pensée, de la méthodologie, que du sujet colonisé, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est que ça devient assez évident de repenser ou de se tourner notamment vers ces communautés dont la parole n'a pas été finalement donnée ni enregistrée, en fait. Ce que je veux dire, c'est que ce que j'avais vu dans vos pratiques au départ, c'était essentiellement des photographies de travailleurs dans leur milieu naturel, des photographies à la fois très belles et très, très difficiles, parce qu'elles témoignaient de la violence des rapports sociaux. Et puis, moi, c'est ce que je connaissais de votre œuvre. Et puis, petit à petit, j'ai vu que vous vous déplaciez effectivement vers le musée. Et là, vous avez pensé que vous étiez dans un endroit encore plus juste pour votre pensée, où vous allez aussi revenir peut-être ensuite à la photographie, ou est-ce que vous travaillez aussi en même temps le rapport à la photographie tel que je l'ai connu il y a quelques années? Je continue, je travaille comme photographe. Je suis d'ailleurs sur un projet photo, un projet de livre avec un anthropologue, et sur la question des frontières entre l'Angola et le Congo. Parce que même alors qu'il y a eu ce partage d'Afrique à la conférence de Berlin, parce que les frontières ont mis très très longtemps à se mettre en place, notamment entre l'Angola et le Congo. Les frontières vont vraiment se mettre en place à partir après la Première Guerre mondiale, en fait. Mais tout ce temps, enfin, ça va être un territoire dans lequel les Belges et les Portugais vont s'affronter continuellement pour pouvoir gagner du terrain, ou gagner autant que la Rhodésie, ça va être la même question. Mais je crois que j'ai oublié la question. Je me suis perdu. Non, mais donc oui, je continue à
travaillé il y a deux types, voilà. Je continue à travailler en tant que photographe, mais ce que je voudrais relever, c'est le fait que ma première découverte de l'archive ça s'était fait à Lubumbashi, et c'était dans les départements de communication de l'industrie minière, et c'était pendant une période de crise économique et de crise politique. Donc ces archives étaient à l'abandon et n'avaient pas forcément des légendes ni quoi que ce soit. Donc c'était une rencontre directe avec l'image en soi, quitte à retrouver les lieux parce que c'est Lubumbashi, parce que je connais le coin, et donc j'ai fait un travail où en soi j'étais direct face à l'image, ce que l'image me renvoyait et comment je pouvais réinterpréter ou replacer cette image dans l'espace contemporain qui a subi évidemment tous ces pouvoirs de transformation dus à la gestion ou à la mégestion en fait des politiques congolais post-indépendance, quoi. Et c'est après cette expérience-là que je suis pour la première fois invité par le musée des Tervuren. Évidemment, j'avais conscience de ce piège-là parce que c'est comment je rentre dans une institution et comment je ne rentre pas dans le discours de l'institution. Et une des manières de pouvoir éviter ça, c'était justement de collecter l'archive et de redescendre sur le terrain pour pouvoir questionner les mémoires collectives, enfin les mémoires des communautés qui avaient été traversées par cette expédition, et comme ça confronter d'autres discours en fait. Mais j'ai conscience, enfin je ne sais pas si c'était... Si, voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu deux aspects de vos travaux qui me semblaient assez différenciés. Oui. Donc un travail de photographe d'une certaine manière relativement classique, comme on pourrait le voir avec David Goldblatt, voilà, où là où vous témoignez de la violence des rapports sociaux. Absolument. Et puis ensuite un travail d'archive. Je voulais savoir si les deux continuaient à cohabiter ou si aujourd'hui c'était vraiment scindé, que finalement le musée vous semblait le meilleur endroit pour dénoncer un certain nombre de choses. En tout cas, peut-être pas pour dénoncer, mais pour appuyer sur un certain nombre de choses. Mais des photographes comme Goldblatt ou alors Santu Mofokeng, ils ont été très très inspirants en fait pour moi. Déjà par rapport à toute cette proximité de toute cette histoire industrielle en fait que ces deux pays ou ces deux parties partagent, mais aussi par rapport à toute l'histoire de l'apartheid ou alors La démarche est un peu la même à mon avis dans les deux cas. Et d'ailleurs ce matin il y avait une question qui s'est un peu posée pendant la visite de presse que je trouve intéressante. C'est là où certains artistes, finalement, quand ils traitent de questions politiques, sont dans une revendication assez directe. On a l'impression que toi, tu disposes les preuves, les évidences ou des documents, enfin, c'est une sorte de déploiement d'informations, et tu t'arrêtes presque juste avant la conclusion. C'est-à-dire que finalement, les conclusions peuvent être tirées par les visiteurs à partir de toutes les pièces que tu as disposées dans un ordre qui nous amène à penser. Enfin, ça, tu diriges la pensée du visiteur, mais presque en t'abstenant de conclure. Mais il y a quand même une prise de position parce qu'il y a des choix qui sont faits, il y a un regard et il y a une remise en question. Donc cela constitue pour moi un positionnement. Après, je pense que la conclusion est de l'ordre de l'absolu ou des institutions. C'est pas le propre de l'artiste. Enfin, je pars d'un dispositif plutôt subjectif et c'est justement là que je trace en fait. Que je place mon geste, mais la manière justement de disposer constitue en soi un positionnement, en fait, un choix. Ouais. Comme un travail d'écriture, tu disais ce matin. En fait, ouais. Peut-être qu'avant que tout le monde arrive, on peut laisser la parole au public pour quelques questions. Fini. Non, il n'y a pas une question ? Je prête mon micro à qui le veut. Fort. Ouais. Merci. Votre travail semble quelque part incarner une forme d'histoire. Et donc, je veux savoir quelle histoire occidentale congolaise, est-ce que vous croyez en la vertu en fait de l'art d'incarner une histoire et de dénoncer comme ça de façon différemment et différents croisements, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé ou pas du tout et c'est comme ça? Je ne sais pas si vous avez compris la question.
En fait, c'est la question de l'efficience de cette démarche. Est-ce qu'elle peut produire un effet politique direct, quoi, c'est ça? Mais en tout cas, cette démarche, ce qu'elle vise à dénoncer ou du moins à dénoncer ou à mettre en exergue, c'est le fait de l'absence de l'information et du coup de l'éducation. Et pendant que nous héritons en fait des histoires qui sont très très violentes, et à partir du moment qu'on ne les remet pas en question ou qu'on ne les étudie pas, il est impossible qu'on avance. Donc il y a des choses qui doivent être questionnées. Je parlais d'amnésie, je pense qu'à un certain moment au Congo, il n'a jamais été question de remettre en question ne serait-ce que l'espace urbain dans son aspect violent en fait. Et même ce moment de dictatorial qu'on a vécu pendant plus de 32 ans, enfin, à aucun moment, parce que les gens sont dans la survie, les gens sont chaque fois sollicités pour d'autres choses, soit pour la guerre, soit pour ceci. Donc il n'y a pas ce temps-là, en fait. Pendant que, en étudiant, en regardant, en fouillant l'archive, on peut voir des liens entre tout ça, c'est une vraie matrice, en fait. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mon travail. C'est pas un travail d'histoire, mais c'est juste un travail qui amène à regarder, en fait. D'autres questions? On passe au vernissage, sinon on peut vernir joyeusement. Si vous voulez en savoir plus, en tout cas, vous pouvez vous appuyer sur ces deux ouvrages qui sont vraiment remarquables. Celui de Maureen Murphy et puis celui qu'a coordonné Anne Lafont sur l'art noir. L'art noir, N, noir avec un N majuscule. Voilà. Merci beaucoup, Saïni. Merci Alain.